Bonjour, je m'appelle Frédéric Roussel, je suis avocat au barreau de Paris, spécialiste en indemnisation du dommage corporel. Le grand handicap relève prioritairement d'atteintes cérébrales et neurologiques durables, elles-mêmes sources d'atteintes motrices, cérébrales ou comportementales. L'atteinte motrice ou locomotrice est généralement causée par une lésion irréversible de la moelle épinière ou un trauma crânien. Des symptômes tels que la paraplégie, c'est-à-dire la paralysie des membres inférieurs, l'hémiplégie ou la tétraplégie, peuvent être à ce moment-là objectivés. D'autres symptômes secondaires tels que la coordination ou l'équilibration, ce qu'on appelle l'atteinte du système cérébelleux, peuvent être également mis en évidence. La lésion neurosensorielle s'entend quant à elle de l'atteinte d'un ou plusieurs sens, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'audition. L'atteinte cognitive s'intègre dans ce qu'on appelle le handicap invisible, dont parfois la victime n'a pas elle-même conscience, ce qu'on appelle la nosognosie. Elle entraîne des troubles de la concentration, de l'attention, avec en plus parfois une certaine lenteur mentale. D'autres symptômes peuvent également émerger. L'atteinte mnésique, c'est-à-dire l'atteinte de la mémoire court terme, mémoire long terme, aussi bien l'atteinte des fonctions qu'on appelle exécutives, la gestion des tâches nouvelles, et puis parfois aussi une altération des capacités de communication. L'atteinte comportementale illustre, quant à elle, l'émergence d'une humeur instable ou incontrôlable, inconnue avant, parfois associée à de l'agitation, de l'agressivité ou certains excès. La phase première de l'indemnisation consiste bien évidemment à identifier la situation médico-légale actuelle dans toutes ses composantes et ses conséquences avec l'élaboration de bilans situationnels. Parmi ces bilans figure bien évidemment l'atteinte neurologique avec la description de son évolution jusqu'à l'éventuelle consolidation qui n'est pas la guérison mais la stabilisation de l'état traumatique. Puis l'évolution rééducationnelle avec rédaction de bilans kinésithérapeutiques et parfois par des orthoprothésistes. Également l'atteinte et l'évolution neuropsychologique par détermination des processus cognitifs et comportementaux. Enfin, l'évolution neuropsychiatrique, le cas échéant. La seconde phase s'entend de la préparation du retour au domicile de la victime. C'est à ce stade que le cabinet Roussel fait intervenir différents spécialistes. Tout d'abord, un ergothérapeute, dont le rôle est de réduire, bien entendu, la situation du handicap et d'augmenter parallèlement l'autonomie par adjonction d'appareillage, par fixation des besoins en tierce personne, avec pour ambition ultime de fixer un nouveau projet de vie. Ensuite, un architecte DPLG, spécialisé en handicap et en PMR, c'est-à-dire personnes à mobilité réduite, avec la mission soit d'améliorer le logement existant, soit de construire un nouveau logement avec tout l'ensemble des équipements nécessaires, notamment la domotique. Sur la base de ces bilans, le médecin conseil désigné par le cabinet Roussel détermine à ce moment-là l'ensemble de ces postes de préjudice, associés aux doléances recueillies auprès de la victime, permettant ensuite la fixation du coût d'un logement adapté. Tout d'abord, s'agissant d'accidents de la circulation, et lorsqu'au moins 2 véhicules terrestres et moteurs sont impliqués, il est bien évidemment fait l'application de la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui, sous réserve effectivement des éventuelles responsabilités de l'auteur, détermine l'ensemble des postes de préjudice et le montant de leur indemnisation. Bien entendu, et sous réserve de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui pourrait éventuellement limiter la responsabilité de la victime en cas de faute par elle, cette loi ne s'applique pas non plus lorsqu'aucun véhicule terrestre à moteur n'est impliqué dans l'accident. À ce moment-là, il peut être fait application de la garantie du conducteur s'il a été souscrite. Les passagers et les piétons sont évidemment pleinement indemnisés dans de telles circonstances, sauf la faute inexcusable du piéton, cela dit soumise à des contraintes de preuve très difficiles à rapporter. En une telle hypothèse, le cabinet Roussel se charge de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction au moyen d'une requête initiale et par laquelle elle sollicite tant la désignation d'un expert judiciaire qu'une provision initiale. À terme, sur la base du rapport d'expertise rendu par l'expert judiciaire désigné, comme sur la base des mémoires en liquidation des postes de préjudice rédigés par le cabinet, mais également sur la base des observations
rédigé par le Fonds de garantie, notamment par le FGTI, la CIVI rend sa décision. Le grand handicap modifie profondément les habitudes antérieures de vie familiale, personnelle et évidemment professionnelle. Dans cette vie nouvelle à repenser, chaque aspect doit être étudié, calculé, appliqué au mieux les intérêts de la victime et notamment dans son confort comme dans celui de ses proches. Les principaux postes de préjudice se divisent en deux catégories principales. Tout d'abord, bien évidemment, le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire l'atteinte irréversible aux fonctions motrices et ou cérébrales, ce taux étant quantifié en pourcentage à dire d'experts, chaque pourcentage représentant une valeur de points, c'est-à-dire une valeur financière, au regard de l'espérance de vie de la victime. Le préjudice ensuite esthétique temporaire ou permanent, c'est-à-dire l'altération de l'apparence extérieure de la victime, ce qui est bien compréhensible lorsque celle-ci se retrouve en fauteuil roulant, assistée ou non d'un certain nombre d'appareillages. Le préjudice sexuel, c'est-à-dire la perte de libido, l'impossibilité d'accomplir l'acte sexuel, de se reproduire, de procréer, ce poste étant indemnisé forfaitairement. De manière complémentaire, on retrouve bien évidemment le préjudice d'établissement, c'est-à-dire la perte de chance ou la possibilité de réaliser un projet de vie familiale futur, et notamment le mariage, comme la renonciation malheureusement à un projet de vie ou à une vie familiale existante antérieure. Ce poste est indemnisé forfaitairement. Enfin, et parmi les postes de préjudice les plus importants, se situe le préjudice permanent exceptionnel, c'est-à-dire les bouleversements atypiques que la survie de la victime principale a entraîné sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce poste est également indemnisé de manière forfaitaire. Parmi les postes de préjudice également insérés se trouvent les préjudices dits patrimoniaux, au premier rang desquels se situent les dépenses de santé actuelles, c'est-à-dire celles mises à la charge de la victime en raison de son handicap et dont le résiduel à charge, c'est-à-dire non pris en charge soit par la CPAM, soit par la mutuelle, soit par un régime de prévoyance, doit être indemnisé soit par l'assureur, soit par le fonds de garantie. On retrouve en second poste ce qu'on appelle les frais divers, c'est-à-dire, et outre les frais de déplacement et d'hébergement jusqu'à la consolidation, l'ensemble des frais générés par cette situation de handicap. Au premier rang desquels, la tierce personne temporaire, familiale ou non. Cette assistance par tierce personne temporaire est indemnisée sur la base d'un taux journalier jusqu'à la consolidation. En troisième place se situe la perte de gain professionnel actuelle, c'est-à-dire l'ensemble des pertes financières liées à la situation professionnelle, à l'activité professionnelle, jusqu'à la consolidation. S'ajoute également le poste de dépenses de santé future qui là est très important puisqu'il intègre l'ensemble des équipements et des appareillages qui, sur la base de ce résiduel à charge, seront capitalisés sous forme de rente jusqu'à la fin de vie de la victime principale. Les frais de logement adaptés, qui est un des postes les plus importants au regard de la situation de handicap de la victime directe. Il s'agit en l'espèce, soit d'adapter un logement existant, soit de créer un nouveau logement, de le construire, de l'étudier, faire la base effectivement des études de l'architecte et des PSG, mais aussi des préconisations de l'ergothérapeute. La prise en charge de ce poste, soit par l'assureur, soit par le fonds de garantie, sur décision de la CIVI, peut être totale ou partielle. Le frais des véhicules adaptés est évidemment essentiel, et s'entend de l'adaptation du véhicule à la situation de handicap, notamment par l'insertion d'un cercle d'accélération numérique, la conduite en fauteuil ou d'autres appareillages nécessaires. Le surcoût lié à l'acquisition et ou au renouvellement de ce véhicule est établi sur la base de devis, mais également sur la base de la durée de vie du matériel, qu'on appelle l'amortissement. S'agissant des postes encore importants, nous trouvons celui de l'assistance par tierce personne future, c'est-à-dire postérieurement à la consolidation. Il s'agit de déterminer les besoins en aide humaine avec des spécifications propres, diurnes, nocturnes, médicalisées ou non, viriles, c'est-à-dire avec la capacité de porter la victime ou non, le tout étant calculé sur un taux horaire fixé de concert, notamment dans le cadre d'une expertise amiable ou judiciaire, et le tout étant capitalisé sur la durée d'une vie. Pour en finir, deux postes à caractère patrimoniaux fondamentaux, bien entendu, la perte de gains professionnels futurs, s'entendant de la capitalisation de la perte d'une partie des gains antérieurs sur l'ensemble d'une vie professionnelle, avec ou non des incidences sur droits à la retraite, ainsi que l'incidence professionnelle qui est évidemment majeure en de telles circonstances. La situation de handicap entraîne
une très franche dévalorisation sur le marché du travail, lorsqu'il ne s'agit pas d'ailleurs d'une pure renonciation avec une réadaptation à de nouvelles conditions, voire une inaptitude totale. Ces éléments doivent être intégrés dans ce poste d'incidence professionnelle avec parfois ce qu'on appelle des préjudices de carrière et indemnisés soit sur la base d'un revenu antérieur, qu'on appelle le salaire fiscal de référence, avec des capitalisations jusqu'à la retraite, puis ensuite avec incidence sur le droit à la retraite, soit sur la base d'un revenu, ce qu'on appelle médian. En complément des indemnisations perçues de l'assureur, la victime d'un grave handicap peut être bénéficiaire de certaines allocations et aides. Attention, si certaines sont déductibles, d'autres ne le sont pas. Que l'indemnisation soit amiable ou judiciaire, c'est-à-dire pendant devant un tribunal ou la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la fameuse CIVI, la détermination des postes de préjudice résulte d'une ou plusieurs expertises en présence des médecins conseils de chacune des parties et parfois même de leurs conseils. La situation de grave handicap des victimes rend parfois nécessaire l'organisation de sapitations. Il s'agit là d'expertises spécialisées avec l'intervention de spécialistes dans des domaines dédiés tels que la neurologie, la neuropsychiatrie, mais évidemment l'ergothérapie, quand ce n'est pas, en plus bien évidemment, l'intervention d'architectes DPLG en PMR. À cette occasion, le cabinet Roussel se charge de désigner tout sapiteur conseil, c'est-à-dire tout intervenant dans ces matières dédiées, face au sapiteur conseil de l'assureur, afin d'assurer à la victime la plénitude de ses droits. Parmi les allocations non impactées par l'octroi d'une éventuelle rente, versée par la CPM ou tout autre organisme et qui viendrait en complément des indemnisations perçues par la victime, se trouve prioritairement l'allocation adulte handicapé. Se trouve ensuite la majoration pour la vie autonome, qui vient en complément de l'AAH, versée par la caisse d'allocation familiale, sous réserve d'un minimum de 80% de taux d'incapacité. La victime peut également bénéficier de la prestation de compensation du handicap, qui est versée sous 5 formes d'aide: humaine, technique, transport, aide au logement ou aide spécifique, voire exceptionnelle. Enfin, il peut être versé une allocation d'éducation de l'enfant handicapé par la CAF ou la MSA, à la condition toutefois que l'enfant soit âgé de moins de 20 ans. Enfin, et en matière professionnelle, le statut d'handicap est consacré par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'on appelle communément la RQTH. Cette RQTH est octroyée sur décision par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La RQTH permet l'accès prioritaire aux mesures d'aide à l'emploi et à la formation des personnes handicapées en sus du réseau d'accompagnement de Cap Emploi et du SAMET. Le passage du statut de valide à handicapé induit souvent un sentiment d'injustice existentielle que rien ne serait comblé. Pour autant, les progrès techniques, mais aussi médicaux, permettent d'accroître non seulement la mobilité, mais aussi une certaine forme d'autonomie. Quant à la procédure d'indemnisation, celle-ci progresse aussi beaucoup dans sa jurisprudence.